Ah là, des millions. Vous ne mentirez pas, dites-leur, des millions. Et quand même elles viendraient par avarice, j'aime mieux être trompé. Je les verrai. Je veux mes filles, je les ai faites. Elles sont à moi, dit-il, en se dressant sur son séant, en montrant à Eugène une tête dont les cheveux blancs étaient épars, et qui menaçait par tout ce qui pouvait exprimer la menace. Allons, lui dit Eugène, recouchez-vous, mon bon père Goriot. Je vais leur écrire. Aussitôt que Bianchon sera de retour, j'irai si elles ne viennent pas. Si elles ne viennent pas, répéta le vieillard en sanglotant, mais je serai mort, mort dans un accès de rage, de rage. La rage me gagne. En ce moment je vois ma vie entière. Je suis dupe. Elles ne m'aiment pas. Elles ne m'ont jamais aimé. Cela est clair. Si elles ne sont pas venues, elles ne viendront pas. Plus elles auront tardé, moins elles se décideront à me faire cette joie. Je les connais. Elles n'ont jamais rien su deviner de mes chagrins, de mes douleurs, de mes besoins. Elles ne devineront pas plus ma mort. Elles ne sont seulement pas dans le secret de ma tendresse. Oui, je le vois pour elles. L'habitude de m'ouvrir les entrailles a ôté du prix à tout ce que je faisais. Elles auraient demandé à me crever les yeux, je leur aurais dit crevez-les. Je suis trop bête. Elles croient que tous les pères sont comme le leur. Il faut toujours se faire valoir. Leurs enfants me vengeront, mais c'est dans leur intérêt de venir ici. Prévenez-les donc qu'elles compromettent leur agonie. Elles commettent tous les crimes en un seul. Mais allez donc, dites-leur donc que ne pas venir, c'est un parricide. Elles en ont assez commis, sans ajouter celui-là. Criez donc comme moi. Hé, Nasie, hé, Delphine, venez à votre père qui a été si bon pour vous et qui souffre. Rien, personne. Mourrai-je donc comme un chien? Voilà ma récompense, l'abandon. Ce sont des infâmes, des scélérates. Je les abomine, je les maudis, je me relèverai la nuit de mon cercueil pour les remaudire, car enfin, mes amis, ai-je tort? Elles se conduisent bien mal, hein? Qu'est-ce que je dis? Ne m'avez-vous pas averti que Delphine est là? C'est la meilleure des deux. Vous êtes mon fils, Eugène, vous. Aimez-la, soyez un père pour elle. L'autre est bien malheureuse. Et leur fortune? Ah, mon Dieu! J'expire, je souffre un peu trop. Coupez-moi la tête, laissez-moi seulement le cœur. Christophe, allez chercher Bianchon, s'écria Eugène, épouvanté du caractère que prenaient les plaintes et les cris du vieillard, et ramenez-moi un cabriolet. Je vais aller chercher vos filles, mon bon père Goriot. Je vous les ramènerai. De force, demandez la garde, la ligne, tout, dit-il en jetant à Eugène un dernier regard où brilla la raison. Dites au gouvernement, au procureur du roi, qu'on me les amène, je le veux. Mais vous les avez maudites. Qui est-ce qui a dit cela? Répondit le vieillard stupéfait. Vous savez bien que je les aime, je les adore, je suis guéri si je les vois. Allez, mon bon voisin, mon cher enfant, allez, vous êtes bon, vous. Je voudrais vous remercier, mais je n'ai rien à vous donner que les bénédictions d'un mourant. Ah, je voudrais au moins voir Delphine pour lui dire de m'acquitter envers vous. Si l'autre ne peut pas, amenez-moi celle-là. Dites-lui que vous ne l'aimerez plus si elle ne veut pas venir. Elle vous aime tant qu'elle viendra. À boire les entrailles me brûlent. Mettez-moi quelque chose sur la tête. La main de mes filles, ça me sauverait, je le sens, mon Dieu. Qui refera leur fortune si je m'en vais? Je veux aller à Odessa pour elles, à Odessa, y faire des pâtes. Buvez ceci, dit Eugène en soulevant le moribond et le prenant dans son bras gauche, tandis que de l'autre il tenait une tasse pleine de tisane. Vous devez aimer votre père et votre mère, vous, dit le vieillard en serrant de ses mains défaillantes la main d'Eugène. Comprenez-vous que je vais mourir sans les voir, mes filles? Avoir soif toujours et ne jamais boire, voilà comment j'ai vécu depuis 10 ans. Mes deux gendres ont tué mes filles. Oui, je n'ai plus eu de filles après qu'elles ont été mariées. Père, dites aux chambres de faire une loi sur le mariage. Enfin, ne mariez pas vos filles si vous les aimez. Le gendre est un scélérat qui gâte tout chez une fille. Il souille tout. Plus de mariage. C'est ce qui nous enlève nos filles, et nous ne les avons plus quand nous mourrons. Faites une loi sur la mort des pères. C'est épouvantable, ceci. Vengeance. Ce sont mes gendres qui les empêchent de venir. Tuez-les. À mort le resto, à mort l'Alsacien. Ils sont mes assassins. La mort ou mes filles? Ah, c'est fini. Je meurs sans elles. Elles, Nasie, Fifine. Allons, venez donc. Votre papa sort. Mon bon père Goriot, calmez-vous. Voyons, restez calme. Ne vous agitez pas, ne pensez pas. Ne pas les voir, voilà l'agonie. Vous allez les voir. Vrai? Cria le vieillard égaré. Oh, les voir, je vais les voir, entendre leur voix. Je mourrai heureux. Eh bien oui, je ne demande plus à vivre.
Je n'y tenais plus. Les peines allaient croissant. Mais les voir, toucher leurs robes, ah, rien que leurs robes, c'est bien peu. Mais que je sente quelque chose d'elles. Faites-moi prendre les cheveux. Il tomba la tête sur l'oreiller comme s'il recevait un coup de massue. Ses mains s'agitèrent sur la couverture comme pour prendre les cheveux de ses filles. Je les bénis, dit-il en faisant un effort. Bénis. Il s'affaissa tout à coup. En ce moment, Bianchon entra. J'ai rencontré Christophe, dit-il, il va t'amener une voiture. Puis il regarda le malade, lui souleva de force les paupières, et les deux étudiants lui virent un œil sans chaleur et terne. Il n'en reviendra pas, dit Bianchon. Je ne crois pas. Il prit le pouls, le tâta, mit la main sur le cœur du bonhomme. La machine va toujours, mais dans sa position, c'est un malheur. Il vaudrait mieux qu'il mourût. Ma foi, oui, dit Rastignac. Qu'as-tu donc? Tu es pâle comme la mort. Mon ami, je viens d'entendre des cris et des plaintes. Il y a un Dieu, oh oui, il y a un Dieu, et il nous a fait un monde meilleur où notre terre est un non-sens. Si ce n'avait pas été si tragique, je fondrais en larmes, mais j'ai le cœur et l'estomac horriblement serrés. Dis donc, il va falloir bien des choses. Où prendre de l'argent? Rastignac tira sa montre. Tiens, mets-la vite en gage. Je ne veux pas m'arrêter en route, car j'ai peur de perdre une minute, et j'attends Christophe. Je n'ai pas un liard, il faudra payer mon cocher au retour. Rastignac se précipita dans l'escalier et partit pour aller rue du Helder chez madame de Restaud. Pendant le chemin, son imagination, frappée de l'horrible spectacle dont il avait été témoin, échauffa son indignation. Quand il arriva dans l'antichambre et qu'il demanda madame de Restaud, on lui répondit qu'elle n'était pas visible. Mais dit-il au valet de chambre, « Je viens de la part de son père qui se meurt. » Monsieur, nous avons de monsieur le comte les ordres les plus sévères. Si monsieur de Restaud y est, dites-lui dans quelles circonstances se trouve son beau-père, et prévenez-le qu'il faut que je lui parle à l'instant même. Eugène attendit pendant longtemps. Il se meurt peut-être en ce moment, pensait-il. Le valet de chambre l'introduisit dans le premier salon où monsieur de Restaud reçut l'étudiant debout, sans le faire asseoir, devant une cheminée où il n'y avait pas de feu. Monsieur le comte, lui dit Rastignac, monsieur votre beau-père expire en ce moment dans un bouge infâme, sans un liard pour avoir du bois. Il est exactement à la mort et demande à voir sa fille. Monsieur, lui répondit avec froideur le comte de Restaud, vous avez pu vous apercevoir que j'ai fort peu de tendresse pour monsieur Goriot. Il a compromis son caractère avec madame de Restaud. Il a fait le malheur de ma vie. Je vois en lui l'ennemi de mon repos. Qu'il meure, qu'il vive, tout m'est parfaitement indifférent. Voilà quels sont mes sentiments à son égard. Le monde pourra me blâmer, je méprise l'opinion. J'ai maintenant des choses plus importantes à accomplir qu'à m'occuper de ce que penseront de moi des sots ou des indifférents. Quant à madame de Restaud, elle est hors d'état de sortir. D'ailleurs, je ne veux pas qu'elle quitte sa maison. Dites à son père qu'aussitôt qu'elle aura rempli ses devoirs envers moi, envers mon enfant, elle ira le voir. Si elle aime son père, elle peut être libre dans quelques instants. Monsieur le comte, il ne m'appartient pas de juger de votre conduite. Vous êtes le maître de votre femme. Mais je puis compter sur votre loyauté? Eh bien, promettez-moi seulement de lui dire que son père n'a pas un jour à vivre, et l'a déjà maudite en ne la voyant pas à son chevet. Dites-le lui vous-même, répondit monsieur de Restaud, frappé des sentiments d'indignation que trahissait l'accent de gêne. Rastignac entra, conduit par le comte, dans le salon où se tenait habituellement la comtesse. Il la trouva noyée de larmes et plongée dans une bergère, comme une femme qui voulait mourir. Elle lui fit pitié. Avant de regarder Rastignac, elle jeta sur son mari de craintifs regards qui annonçaient une prostration complète de ses forces écrasées par une tyrannie morale et physique. Le comte hocha la tête et se crut encouragé à parler. Monsieur, j'ai tout entendu. Dites à mon père que s'il connaissait la situation dans laquelle je suis, il me pardonnerait. Je ne comptais pas sur ce supplice. Il est au-dessus de mes forces, monsieur. Mais je résisterai jusqu'au bout, dit-elle à son mari. Je suis mère. Dites à mon père que je suis irréprochable envers lui, malgré les apparences, cria-t-elle avec désespoir à l'étudiant. Eugène salua les deux époux en devinant l'horrible crise dans laquelle était la femme, et se retira stupéfait. Le ton de monsieur de Restaud lui avait démontré l'inutilité de sa démarche, et il comprit qu'Anastasie n'était plus libre. Il courut chez madame de Nucingen et la trouva dans son lit.
je suis souffrante mon pauvre